Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bénéva Libre, le logiciel libre pour faciliter la valorisation du bénévolat. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme l'identité numérique dans Que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac. Et à la rencontre du libre poursuit son tour de France avec Martin Hardy, professeur en cursus bachelor, expert en informatique à Agen. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu de l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 12 novembre 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabelle Avani. Salut Isa. Salut Étienne, bonne émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Nous allons commencer par la chronique Que libérer d'autres que du logiciel avec Antanac et plus précisément aujourd'hui avec Isabelle Carrère qui souhaitait aujourd'hui nous parler d'identité numérique. Bonjour. Absolument. Identité numérique. Voilà deux mots que je n'avais avant jamais imaginé possible de mettre côte à côte, mais en fait si. Identité et numérique, on y est. On sait pourtant qu'elle n'est pas donnée une fois pour toutes, l'identité, qu'elle se construit et se transforme et qu'elle a, selon le point où on se trouve, selon le temps de vie, temps du monde, temps du rêve, des significations, des sens et des charges différentes qu'elle prend corps, couleur, forme, importance très très variée. Elle sera pour les uns, pour les unes, axée sur une couleur de peau, un genre, pour d'autres elle sera religieuse, pour d'autres encore la penseront nationale, d'autres sur des pratiques, des modes de vie, des cultures, que sais-je, une langue, un drapeau, un territoire, je comprends, mais numérique. Je reprends un extrait dans le livre de Amin Mahalouf, Les identités meurtrières. Je cite « On ne sait jamais où s'arrête la légitime affirmation de l'identité et où commence l'empiètement sur les droits des autres. Ne disais-je pas tantôt que le mot identité est un faux ami ? Il commence par refléter une aspiration légitime et soudain il devient un instrument de guerre. » Certes, ici, dans le sujet de ma chronique du mois, c'est plus l'identité individuelle dont il est question, celle dont on est affublé, notamment par l'administration, et ce très tôt, en Occident en tout cas, juste après quelques heures de présence au monde. Un nom, un prénom, un état civil. Depuis la Rome antique, comme les classes sociales commencent à se mêler, il devient important de bien préciser le statut des personnes et d'établir avec certitude, sans contestation, l'origine et l'âge des intéressés. En France, plus tard, on renforce, et c'est François Ier qui renforce cette obligation d'indiquer toute naissance, tout décès, et c'est l'Église qui s'est chargée de la tenue de ces registres. Bref, des papiers d'identité donc, et des documents qui prouvent ce que tu es, qui tu es. Et le glissement vers l'identité numérique s'est trouvé de fait comme logique, dès lors que les pratiques se sont numérisées. On parle d'abord d'identité numérique pour évoquer toutes les traces que chacun laisse sur le web, via ses navigations, les informations, par ailleurs collectées singulièrement par les GAFAM et autres avaleurs du même acabit, les noms, les pseudos, les images, les données de toutes sortes. Cette notion d'identité numérique n'est toujours pas très bien définie en droit, je crois. Mais pour autant, on entend tous les jours des affaires qui la concernent et qui engendrent une réputation qui va parfois bien au-delà de ce que la personne en question avait imaginé donner comme information sur elle ou sur sa vie. Une identité pour soi et une identité sociale. De nombreux écrits ont été réalisés sur les différents types d'identités, agissantes, déclaratives, civiles, narratives, virtuelles, etc. Beaucoup de qualificatifs selon des modèles différents d'analyse, mais toutes font comme si l'univers numérique était un et un seul. Regardez le site de Wikipédia, par exemple, qui cite une flopée d'auteuristes dont les études et recherches sont assez globalement décrites de la même manière. Il n'y aurait qu'une et une seule façon d'être avec Internet, avec les dimensions dites virtuelles. Comme si la mondialisation et l'hégémonie du numérique avaient réussi à consolider, engloutir toute vision du monde et des rapports sociaux, et même des rapports à soi. Tous et toutes pareils, un rêve occidental d'universalisme qui serait exaucé. Et même les bidules, les pictogrammes qu'on appelle des émojis sont censés représenter tout le monde. Certes, ils sont jaunes.
Le nom est emprunté au japonais. Il semble que cela veut dire image ou mot. Wikipédia indique même que ce serait un jeu de mots interculturel avec émotion. Emoji, émotion. Il relaie, il remplace les émoticônes qui étaient faits avec des signes de ponctuation. Bon, depuis 2015, il y a eu des ajouts de couleurs, de faces différentes, mais ce n'est pas en standard sur tous les appareils ou tous les logiciels. Il faut aller les chercher si on veut un visage non jaune, non blanc. Toujours est-il que désormais, ici en France, cela va devenir quasi obligatoire dans peu de temps, avoir une identité numérique. Vous avez le site France Identité. Il fallait le faire. On a France Travail, France Connect, France Bidule, France Identité. Et comme vous avez été très sage et que majoritairement, vous avez très très bien accepté d'utiliser les QR codes, parce que n'est-ce pas, c'est tellement pratique. C'est bien pratique pour dire si vous avez ou pas le Covid. C'est bien pratique pour avoir le droit de sortir, pour aller au théâtre et avoir sur son ordiphone son billet. Pour manger au restaurant qui ne vous donnera bientôt plus de carte papier, mais un code collé sur la table sur lequel les plats seront indiqués. Bientôt d'ailleurs, vous pourrez passer vous-même la commande en cuisine. Plus de serveurs, serveuses, on gagne du temps et de l'argent. Alors, sur le site de France Identité, on lit la mention. Attention, pour des raisons de sécurité, seuls les téléphones iOS supérieurs à 16 et Android disposant d'un système supérieur à 10 permettront d'obtenir la certification de votre identité numérique France Identité. Oh là, vous changez d'ordiphone si vous n'avez pas le bon. Procuration de vote, envoi de lettres recommandées, déclaration de revenus, payer ses impôts, gérer un compte formation et bien sûr obtenir des pièces d'identité à la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Petit à petit, ces démarches rendent obligatoire d'avoir une identité numérique. On y va, doucement. Comme ça passe, avec un QR code, on continue. Tout ceci, bien sûr, pour votre bien. C'est bien entendu pour protéger, pour empêcher les usurpations numériques de cette identité. Et donc, sur le site de la Poste donc, gère pour l'État ses identités numériques. Et là, on lit qu'il faut avoir 18 ans, détenir un document d'identité en cours de validité, carte d'identité française, recto verso, passeport français ou titre de séjour, attention, supérieur à 5 ans. Avoir une adresse en France, posséder un smartphone, Android version 5 et suivante pour Android ou iOS version 11 et suivante, et un numéro de téléphone mobile français, disposer d'une adresse mail et son mot de passe associé et être connecté à Internet. Et est-ce que vous voyez les situations que cela exclut ? Toutes les personnes qui n'auront pas ces prérequis. Je pourrais vous donner plein d'exemples, tellement on en voit à Antanac. Des personnes dans des situations plus alarmantes les unes que les autres et en tout cas des gens qui évidemment ne vont pas cocher toutes les cases. Une personne née à l'étranger, qui vit en France depuis 11 ans, mais n'a que des titres de séjour renouvelés tous les 2 ans. Bing, elle n'est pas dans la bonne case. Une autre qui est affublée de la date du 31-12-1992 ou bien du 1er janvier 1992. Ce n'est pas les mêmes dates selon les documents parce que dans son pays de naissance, on a noté que l'année. Et alors quand les gens arrivent en France, majoritairement on donne le 1er janvier, mais parfois ça change. Et du coup, ça change tout pour le calcul des droits. Une autre a un titre d'identité français, une adresse courriel, mais pas d'ordiphone, comme j'en parlais dans ma chronique d'octobre. Alors, elle ne veut pas bénéficier d'une identité numérique, ni à la Poste, ni via France Connect. Parce qu'il faut absolument terminer sa demande avec un ordiphone et une application que tu vas télécharger obligatoirement sur Google ou sur Apple. Et il faut un numéro de téléphone français. Pourtant, elle a 25 ans, elle veut fermer l'auto-entreprise qu'elle a créée. Ben non, c'est pas possible non plus. Bon, nous continuerons en Antanac de protester contre toute forme de discrimination. C'est pas si compliqué de rendre possible en fait une démarche avec une technologie si elle paraît opérante et de laisser à côté le choix, ou en tout cas la capacité aux personnes de faire autrement. D'autant plus que dans plusieurs cas, il s'agit en fait de supprimer des emplois, de baisser des coûts, soi-disant, mais de quel coût s'agit-il ? Versus plutôt de quel choix de société il s'agit. Merci Isabelle pour cette chronique percutante, très intéressante, et merci pour tout ce que vous faites à Antanac pour l'émancipation de toutes et tous. Oui. Merci, à bientôt. Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de Beneva Libre, le logiciel libre pour faciliter la valorisation du bénévolat. Avant ça, nous allons écouter Words par Minda Lessi. Et on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. There are spaces between all the time as it flies. You say it's hard to catch my eyes.
Sometimes I forget that you can see me too when I look at you. So I just run away into a place within my mind. It can be hard to stick around in these tenuous times. Digging through yourself, you never know what you might find. It's just, oh, never mind. Words aren't worth my time. No, words aren't worth my time. There are spaces between what you think and what you say, and it always comes out a different way. And by the time it makes sense, it's just too late to actually communicate. So I just run away into a place within my mind. I'm not running from you, I'm just running from some things left behind. And digging through yourself, you never know what you might find. It's just, oh, never mind. Words aren't worth my time. No, words aren't worth my time. There are too many ways to think and too many ways to feel about the things that make you feel a bit too real. And mostly when I speak, I don't say what I mean. I just focus on the spaces in between. And I don't know where to run all the time. No, I don't know where to run all the time. I just don't, never mind. Words aren't worth my time. No, words aren't worth my time. Nous venons d'écouter Words par Minda Lesy, disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Et j'avais eu plaisir à interviewer Minda Lesy en 2022 pour une émission spéciale Fête de la musique libre, un échange que vous pouvez retrouver sur la page de l'émission 148, donc libreavou.org/148. Et j'en profite pour remercier Isabella qui s'est occupée de la programmation musicale du jour. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Et avant de passer au sujet suivant, un petit message de notre sponsor. Ici, en direct de la rédaction du Lama Déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante. La campagne de soutien financier de l'April ? Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 €. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés, bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi. Mais c'est demain le prochain numéro alors ? Et oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que. Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes. Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres. Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission. On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April. Nous pouvons maintenant passer à notre sujet principal. Alors aujourd'hui, notre sujet principal porte sur Beneva Libre, le logiciel libre pour faciliter la valorisation du bénévolat. Je vais pour cela passer le micro à Laurent Cossy, vice-président de l'April, et à ses invités. Et Laurent Cossy qui connaît très bien ce sujet, me semble-t-il. Bonjour Étienne, merci beaucoup. Effectivement, Beneva Libre, donc tu l'as dit, c'est un logiciel dont l'objet principal est de faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Alors on va vous expliquer pourquoi c'est important, mais c'est pas moi qui vais le faire. On a 4 invités aujourd'hui. On les présentera au fur et à mesure des questions qu'on va leur poser, et puis ce sera plus palpitant de découvrir toutes les personnes qui interviennent autour de ce sujet. Alors l'application est développée sous licence libre et dans une logique décentralisée.
Elle vise à répondre prioritairement aux besoins des petites et moyennes associations. Je me trompe, je suis en train de lire le texte de Fabien de tout à l'heure. Excusez-moi, je suis complètement perdu dans mon pad. Donc, pardon. Son objet est de faciliter la comptabilisation des engagements bénévoles pour simplifier la valorisation en interne, mais surtout à l'externe, puisque l'objectif initial était de montrer l'importance du bénévolat aux partenaires des associations. Outre les chiffres d'usage qui montrent une adoption croissante du logiciel, l'histoire de ce projet est intéressante à retracer car elle illustre un cheminement cohérent avec les démarches d'éducation populaire. Et par ailleurs, les règles que se donne le collectif pour développer Bénéva Libre permettent de caractériser globalement ce logiciel libre comme un commun numérique. On essaiera de préciser ce qu'est un commun numérique. Je vais enchaîner tout de suite. Je vais passer la parole normalement à Fabien Quinet, qui est trésorier du CRAGEP de Bourgogne-Franche-Comté, par ailleurs aussi délégué régional de l'UFCV en Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous expliquer ce qu'est plus précisément Bénéva Libre. Est-ce que Fabien, tu nous entends ? Oui, merci Laurent, je vous entends très bien. Bonjour à toutes et à toutes. Merci de me donner l'opportunité de valoriser ce projet extrêmement important pour le CRAGEP en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, je vais reprendre du coup ce qui a commencé à être évoqué par Laurent, donc il n'y a pas de souci, bien entendu. Bénéva Libre, c'est effectivement un logiciel qui a pour objet de faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat au sein des associations. Donc ça a été dit aussi, hein, c'est important de le souligner dès à présent. C'est un logiciel développé sous licence libre dans une logique décentralisée. Ça trouve toute sa place dans l'émission qui nous réunit aujourd'hui. Et le but était effectivement de proposer une solution pour valoriser le bénévolat au sein des associations, aux petites et moyennes associations, celles qui n'ont pas forcément de compétences en informatique ou de salariés. En tout cas, l'idée était de rendre cet applicatif le plus accessible possible. Alors c'est un logiciel auquel on peut se connecter sur un smartphone, sur une tablette ou via un ordinateur. Et l'utilisation est vraiment extrêmement simple pour le bénévole, puisque la valorisation d'une action de bénévolat, elle se fait en quelques clics. Voilà, le bénévole a l'obligation de saisir 4 champs, pas plus. Hein. Le premier, c'est l'objet de son bénévolat, qu'il doit ensuite raccrocher à une catégorie d'action de bénévolat qui a été préalablement établie. Il renseigne également une date et enfin un horaire de début et de fin de son action de bénévolat, ou alors une durée. Voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et après, bien sûr, pour celles et ceux qui souhaitent saisir un peu plus d'informations, en option, il y a la possibilité de saisir le nombre de kilomètres qui a été effectué pour réaliser l'action, et puis aussi de saisir des éléments descriptifs de l'action de bénévolat réalisée. Alors par exemple l'ordre du jour d'une réunion, le programme d'une intervention sur une formation, ou le déroulement d'un événement, voilà, pour garder trace, mémoire du bénévolat. Et puis aussi vous dire que c'est un logiciel qui est à la fois à destination des bénévoles, mais aussi des associations. Alors bien sûr du côté de l'association, ça va permettre d'avoir un récapitulatif à la fois des bénévoles qui ont déclaré leurs actions. Ça va permettre d'avoir aussi un cumul du nombre d'actions de bénévolat qui ont été saisies, et puis enfin de consolider tout le temps de bénévolat qui a été consacré à l'association. Du côté du bénévole, il va pouvoir quant à lui avoir un récapitulatif de l'ensemble de ses engagements qui ont été déclarés au fil du temps, voilà, avec la possibilité d'aller dans le détail s'il souhaite avoir un récapitulatif de son bénévolat sur une période précise concernant une mission ou une tâche particulière. C'est très clair en tout cas sur la simplicité et les renseignements qui sont demandés, et c'est vrai que le COPIL, le comité de pilotage de Bénéva Libre, s'intéressait aussi à ce qui allait au-delà de ces simples questions finalement de saisie. Oui, absolument. Alors, il y avait l'idée d'avoir un logiciel qui pourrait permettre aussi de plus globalement faire débat sur la question du bénévolat, et puis aussi de pouvoir produire des données qui, alors
dans le respect bien sûr de l'anonymat. Il ne s'agit pas bien entendu d'utiliser les données à d'autres fins que de servir une démarche scientifique. En tout cas, l'idée était de pouvoir aussi produire des éléments de statistiques pour mieux comprendre l'engagement bénévole, mieux comprendre la place du bénévolat dans le fonctionnement des associations, mieux comprendre aussi en quoi cette richesse elle est extrêmement importante aujourd'hui dans l'économie du pays. Merci Fabien. Alors je te propose d'en arrêter là avec la description. Je pense que les gens ont à peu près compris ce que proposait finalement Beneva Libre. On va interroger finalement la manière dont Beneva Libre est né au sein du CRAGEP, mais on va du coup interroger normalement Sarah Persil, donc qui est vice-présidente en région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de la jeunesse, de la vie associative, de la citoyenneté et de la démocratie participative, et qui va expliquer comment finalement le conseil régional a appuyé cette démarche, ce projet au début du cadrage. Sarah, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut Fabien. Parfait. Et oui, en effet, la région Bourgogne-Franche-Comté en 2018. En fait, quand le CRAGEP est venu, alors CRAGEP, vous n'avez pas donné le sigle, mais la coordination régionale des associations de jeunesse et d'éducation populaire, on est vraiment sur la tête de pont de toutes les associations de jeunesse et d'éduc-pop. Merci. Vient nous voir en fait avec ce petit projet, un projet complètement novateur pour nous, en tout cas sur la région, mais je pense maintenant sur toute la France, puisqu'on est quand même sur un logiciel qui n'existe nulle part ailleurs. Avec ce projet un petit peu fou de dire comment est-ce qu'on peut valoriser le bénévolat, mais attention, le valoriser en fonction du besoin des associations elles-mêmes, avec une solution technique qui soit libre et qui soit appropriée et appropriable par tout le monde dans une logique en fait vraiment économie sociale et solidaire, éduc-pop, etc. Donc le projet qui nous a été présenté était assez alléchant, assez intéressant pour nous, collectivité de gauche et écolo, où on s'est dit, c'est vrai que ça peut être un outil comptable qui pourrait nous intéresser, et j'ai envie de dire, c'est un petit peu la visibilité taquine de l'engagement, qui est que pour nous, financeurs, d'avoir le contre-pied, ou le pied de nez qui nous est fait, de dire, non seulement vous financez en monnaie sonnante et trébuchante, mais nous-mêmes, nous représentons une force, qui aujourd'hui est invisible, c'est quand même la question de l'engagement, et nous vous proposons en fait de mieux l'identifier parce que derrière le monde associatif, l'emploi associatif éventuellement qui peut être financé, il y a une activité qui est foisonnante, il y a un engagement qui se doit d'être respecté, et donc voilà. Donc au départ c'était un projet de l'ordre de 30 000 € sur la mise en place de ce logiciel, qu'il a fallu donc créer, imaginer, coder de bout en bout. Et nous sommes intervenus à hauteur d'un tiers du financement. Et on continue aujourd'hui de financer le CRAGEP, qui de plus est monté en puissance sur ce sujet et sur d'autres. Et donc le CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté est un acteur qui continue, comme aujourd'hui, de faire le travail de formation de l'ensemble des acteurs associatifs et du pop, de prêcher un peu la bonne parole. Et donc, on finance la région Bourgogne-Franche-Comté, on finance le CRAGEP au titre de son fonctionnement, et donc on intègre cette dimension valorisation, formation et évidemment lien avec les améliorations du logiciel. Donc voilà, dans le cadre de notre financement régional annuel. Merci Sarah, tu vends très très bien Beneva Libre, je pense que le CRAGEP va bientôt t'embaucher aussi. J'avais peut-être une question complémentaire. Est-ce que, alors le Beneva Libre c'est effectivement un petit projet par rapport à l'ensemble de tous les projets que le conseil régional doit gérer, enfin projet et puis évidemment enveloppe, mais est-ce que cette question des communs numériques, alors est-ce que Beneva Libre a pu faire évoluer des choses au sein du conseil régional, ou est-ce que cette question des communs et des communs numériques elle est prise en compte, en considération au sein du conseil régional, ou est-ce que c'est vraiment trop anecdotique entre guillemets pour que ça puisse être considéré? Alors, c'est une culture, je pense que vous le savez mieux que moi, qui a du mal à être partagée. Et je pense qu'on le regrette tous autour de la table. C'est aussi pour ça qu'on se serre les coudes. Alors moi, tu me parles de commun, et c'est vrai qu'en tant qu'écolo,
J'ai aussi un logiciel de compréhension des communs qui me permet de parler biodiversité, accès à la nature, accès à la qualité de l'eau et de l'air. Donc, moi, évidemment, ça me parle. C'est aussi la question, les communs, de l'acte de propriété. Dans un projet de société qui est conscient de nos interactions, avec vraiment une responsabilité partagée et donc une solidarité. Donc c'est vrai que il y a en fait un prémisse de compréhension finalement d'un intérêt commun, c'est le cas de le dire, à travailler sur ces sujets, parce qu'en fait on est vraiment sur une question, c'est le terme à la mode, de la résilience. Donc comment est-ce qu'on arrive entre nous et ensemble à créer des outils qui nous regardent, qui nous correspondent et qui nous appartiennent. Pour autant, nous n'avons pas forcément cette culture au sein des services informatiques de la région, mais également au sein en fait des autres, des différents services. On a énormément de services dans une région, tu l'as dit. Par contre, on distille, on va dire, cette culture au moins de la co-construction de l'action publique, puisque une région, en règle générale, c'est pas que la région Bourgogne-Franche-Comté, en fait, a un travail, une mission d'animation et de coordination de l'ensemble des sujets. Ça passe notamment par nos schémas régionaux, que ce soit sur l'investissement, l'économie, le tourisme, la culture, etc. On fait à chaque fois ce travail, en fait, de co-écrire les politiques publiques avec les personnes concernées. C'est combien, c'est la Convention internationale de Freiburg de 2014 qui dit bien que toute politique publique n'est légitime que si elle est coécrite avec les personnes concernées. Donc là, on rejoint en fait cette idée des communs. Et le but, politiquement, on va dire, c'est de faire en sorte que cette façon de faire, cette méthodologie, cette ambition politique, on arrive aussi à la mettre en place dans notre façon de faire. Et au-delà des questions de gestion qui peuvent nous être reprochées, il faut absolument qu'on ait une méthode clairement qui dise quand on fait avec les autres, il faut que les objets soient partagés. Et ça, Laurent, on peut rigoler autour de la table, mais la question du partage du pouvoir, c'est quand même une super bonne question à poser en politique et c'est pas une question qui est très facile. C'est clair, c'est clair. Et effectivement, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on ressent en ce moment où tout est divisé, toutes les personnes sont séparées et ça va vraiment à l'inverse de ça. Donc c'est vrai que c'est pas simple à pousser, j'imagine, au quotidien au sein d'un conseil régional comme celui de Bourgogne-Franche-Comté. Merci beaucoup. Ou même, pardon, je te coupe, mais ou même en fait, ne serait-ce que de reprendre la question de la légitimité des élus que nous sommes. En fait, à partir du moment où on est élu, on a un mandat. Qui est immuable quasiment pendant toute la durée de notre mandat. Et en fait, ça, vraiment, cette façon de voir les choses et de voir l'exercice du pouvoir est à re-questionner, à mon sens, pour, tu l'as bien dit, être dans une idée, en effet, d'un exercice du pouvoir apaisé et dans une démocratie qui n'est plus si malade que ça. J'arrête de parler. Je t'en prie, non, écoute, tu as la parole. En plus, tu dois nous quitter à la moitié de l'émission, donc profite que tu aies la parole. T'inquiète pas, on va réussir à distribuer avec Alexandra, avec les autres personnes qui sont là. T'inquiète pas. Si tu as encore des choses à dire, n'hésite pas, c'est le moment. Et puis voilà. Donc. Ok. Écoute, merci en tout cas pour cette émission et pour la valorisation encore une fois du travail du monde associatif qui résiste et qui est toujours plein de créativité. Quand il est libre, voilà. Merci Sarah. Alors j'ai vu passer une question sur le chat par rapport à Beneva Libre et Why-You-Know-Host. Alors je retiens la question, on la bascule dans la partie un peu plus technique tout à l'heure parce qu'on aura autour de la table aussi CLIS 21 qui est la SIC qui développe Beneva Libre. Donc c'est quoi une SIC ? Une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Voilà, on la présentera tout à l'heure. En tout cas Antoine Barlet la présentera tout à l'heure. Et comme c'est une question un peu plus technique, il va falloir expliquer Why-You-Know-Host, il va falloir expliquer tout ça. On va la garder pour tout à l'heure et je vais repasser la parole à Fabien par rapport à la manière dont finalement Beneva Libre est né au sein du CRAGEP de Bourgogne-Franche-Comté. Oui, et peut-être avant d'expliquer un peu la genèse du projet, je vais remercier aussi Sarah d'avoir d'abord expliqué ce qu'était le CRAGEP.
je manque un peu à tous mes devoirs. Et puis aussi pour le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté sur ce projet-là depuis son lancement. Alors pour évoquer la genèse du projet, il faut remonter à 8 années en arrière maintenant. Hein, ça commence à faire quelques années. Et plus précisément au 3 octobre 2016, il y avait une rencontre organisée à la Fondation pour le progrès de l'homme qui réunissait l'ensemble des têtes de réseau d'éducation populaire. Et à cette occasion-là, les premières réflexions sur le sujet ont été engagées. Et ces échanges, ils ont mis en exergue un paradoxe et un manque important pour le monde associatif, puisque d'un côté, chacun s'accorde sur le fait que l'évaluation, la valorisation du bénévolat dans les structures associatives est quelque chose d'indispensable. Alors, à la fois pour des questions comptables, de justification, de financement, mais aussi de manière générale pour valoriser la richesse produite par les bénévoles en faveur du bien commun, cette fameuse autre lecture de l'économie dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi tout le monde s'accorde. Et puis d'un autre côté, pour des raisons diverses, l'évaluation, la valorisation du bénévolat au sein des associations, elle reste très artisanale. Et les outils qui sont utilisés pour le faire. Alors maintenant il y a Bénévalib, mais avant ça, en tout cas c'était assez disparate, compliqué à faire converger. Et puis on était, quelle que soit la taille des organisations, sur des méthodes qui étaient ni plus ni moins que papier crayon ou tableur dans le meilleur des cas. Donc suite à ce constat, le CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté, qui à l'époque cherchait un projet aussi à porter collectivement, en dehors de son rôle de porte-voix des associations de jeunesse et d'éducation populaire, avait envie de mener un projet collectif, un projet commun. Et donc c'est entouré d'un collectif de partenaires et puis d'acteurs aux origines, aux sensibilités et aux compétences très complémentaires. Alors, ça va être l'occasion là aussi de rendre un hommage à Laurent, parce que c'est lui qui a été à l'initiative du projet, c'est lui qui est encore aujourd'hui très largement le pilote de cette démarche, même si c'est une démarche collective, et je vais expliquer pourquoi je dis ça. Mais en tout cas, le CRAGEP et ce collectif de partenaires a décidé de porter le développement et la mise à disposition d'un outil dédié à la valorisation du bénévolat au sein des associations. Et c'est comme ça qu'est né Bénévalib. Je vais citer l'ensemble des partenaires que j'évoque là, parce que sont tous très impliqués dans la réussite du projet, donc c'est important de les évoquer. Alors il y a d'abord les têtes de réseau et des coordinations associatives régionales et nationales, le CRAGEP bien entendu, Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi le mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté, qui a énormément contribué aussi au développement du projet, notamment sur la question de la formation des utilisateurs, la promotion aussi de l'outil. Mais il y a aussi le CNAGEP, le Comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Oui, alors Alexandra présentera le CNAGEP. On va lui passer la parole parce que évidemment le CNAGEP a joué un rôle important aussi dans l'émancipation de la région pour Bénévalib. Vas-y, continue, je t'en prie. Absolument, ouais, ce fameux changement d'échelle qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis aussi le mouvement associatif national, donc dans la même logique de pouvoir porter le projet à un échelon national. Ça, c'est les premiers, on va dire, regroupements de partenaires. Ensuite, il y a tous les acteurs de la sphère libriste. Ça, c'est important aussi, et c'est ce qui a donné cette coloration, je pense aussi de commun à Bénévalib, l'April, donc une association qui agit pour la défense et la promotion des logiciels libres. On connaît bien ici, ouais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pour les auditeurs. J'espère qu'ils sont nombreux. Framasoft aussi, association d'éducation populaire qui propose on va dire des alternatives aux logiciels privateurs. Et puis enfin, CLIS 21, donc Laurent a cité tout à l'heure, qui développe des logiciels libres et qui depuis le début assure le développement, l'hébergement et la maintenance de Bénévalib. À ces partenaires, on va dire associatifs, techniques, se sont associés des partenaires institutionnels et financiers, le Conseil régional
régional. Ça a été évoqué tout à l'heure par Sarah Persil, vice-présidente, mais l'État aussi. Alors à l'époque, c'était pas la DRAGES, c'était encore la DRJSCS, mais on va pas se compliquer. Donc c'est, pour faire simple, c'est les services de l'État déconcentrés au niveau de la région, les services de jeunesse et sport. Voilà, on les appelle comme ça, qui ont aussi apporté une contribution et se sont impliqués aussi dans des instances de réflexion. Et puis enfin, la Fondation du Crédit Coopératif, voilà, qui a permis de soutenir aussi financièrement le projet. Dès son origine, en fait, hein, ça faisait partie du soutien commun avec le conseil régional. C'était le financement initial qui a permis à l'aventure de démarrer. Et puis enfin, il y a aussi des personnes qualifiées. Alors, je manquerais vraiment à tous mes devoirs si je citais pas Lionel Proutot, voilà, qui est un chercheur au sein du laboratoire d'économie et de management de Nantes Atlantique, voilà, et qui est, j'ai envie de dire, le spécialiste, ou en tout cas un grand spécialiste des questions relatives au bénévolat, qui a republié récemment avec Viviane Chernonog le paysage associatif français, voilà, qui produit de la donnée très précise sur les associations, et qui dès le début du projet s'est impliqué dans le comité de pilotage. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et qui a apporté vraiment un regard de chercheurs, d'experts, qui nous a aidé à finalement construire l'application en lien avec les besoins du monde associatif et les sujets prioritaires liés au bénévolat. Je vais citer aussi Virginie Topneau qui a rejoint plus récemment le comité de pilotage, voilà, qui est la fondatrice de Coalliance, un cabinet de management et de projets collectifs et de stratégie de financement et de mécénat, voilà, et qui apporte un réseau extrêmement conséquent qui permet, voilà, aujourd'hui de nouvelles perspectives de coopération pour Beneva Libre. Parfait. Voilà. Écoute, là, effectivement, c'est très très clair, mais ce qui était intéressant dans ce que tu as présenté, c'est finalement la diversité aussi des personnes et des profils aussi, et des soutiens. Ce qui fait qu'effectivement, on a un collectif vraiment très divers, et c'est peut-être ça qui fait que Beneva Libre existe encore aujourd'hui. Alors, on a parlé un peu de changement d'échelle, donc je vais passer la parole à Alexandra Thiers, donc, qui est déléguée générale du CNAGEP, donc Comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire, mais elle va le dire mieux que moi, et elle va nous expliquer aussi comment le CNAGEP s'est intégré dans le processus et comment ça s'est élargi au-delà des frontières de la Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour Alexandra. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation en studio, pour ma part. Donc bon, vous avez déjà tous les deux cité le sigle du CNAGEP, je le remets pas, mais l'idée, c'est donc le CNAGEP rassemble les associations et mouvements de jeunesse et éducation populaire de dimension nationale, et également rassemble les CRAGEP, donc les coordinations régionales. Donc pour reprendre un peu l'historique, effectivement, le CNAGEP s'est retrouvé en fait dans le comité de pilotage de Beneva Libre assez rapidement dans le développement du projet autour de plusieurs enjeux. Le premier, c'était aussi de pouvoir valoriser en fait la créativité de ce qui peut se passer dans les territoires et dans les associations de jeunesse et éducation populaire. Donc avec plusieurs enjeux. Le premier, c'était effectivement de donner une autre dimension au projet, parce qu'en fait, on voit bien que la question de valoriser le bénévolat et d'enregistrer le temps de bénévolat est pas propre au territoire de Bourgogne-Franche-Comté, et qu'en plus la numérisation permet effectivement d'étendre le territoire. Donc il y a cet enjeu pour nous en fait de former les têtes de réseau, de leur permettre d'identifier comment elles peuvent s'approprier cet outil-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a toujours d'ailleurs en ligne de mire. Et puis le deuxième enjeu pour nous, c'est la dimension éducation populaire qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, par nature, dans l'éducation populaire, c'est des questions en fait qu'on a besoin de réfléchir, et qui n'est pas forcément la question des communs numériques. La question du logiciel libre, la question d'être aussi en adéquation entre ce qu'on promeut dans nos projets associatifs et les outils qu'on utilise. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont pas forcément toujours évidentes. Il y a des transitions, des transformations dans la société ces dernières années qui ont
obliger un peu les associations jeunesse et éducation populaire à réfléchir à leur manière d'agir voilà. Alors il y a une partie des assos d'éducation populaire qui se sont vraiment emparés de la question, qui ont développé, voilà, on le voit dans le CRAGEP, mais voilà, je cite pas, mais Framasoft, les chatons, les réseaux, voilà, un certain nombre d'organisations, nous aujourd'hui aussi d'autres CRAGEP ont essayé de réfléchir à la manière dont et leurs usages du numérique et la manière dont ils les mettaient en œuvre. Et puis pour d'autres, c'est pas si évident, ça nécessite encore pas mal d'échanges. C'est aussi pour ça qu'on essaye du coup d'avoir des temps collectifs sur ces questions, notamment le 14 janvier prochain, on organise une journée au CNAGEP sur la question des communs numériques. On aura une intervention de Valérie Peugeot qui pourra nous en dire un petit peu plus. Ce sera l'occasion également de présenter plus concrètement Bénéva Libre, justement un peu à tout le réseau jeunesse et éducation populaire qui voudrait s'emparer de la question. Parfait. Merci beaucoup Alexandra. N'hésite pas à intervenir, hein. Je vais repasser la parole à Fabien parce que il y avait la question qui suivait, qui était un peu qui est toujours le nerf de la guerre, hein, qui est la question du modèle économique. Fabien ? Oui, alors on a évoqué tout à l'heure le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour démarrer, qui a été financement qui a été complété par la Fondation du Crédit Coopératif. Donc on a réuni à ce moment-là 20 000 euros et ça a permis effectivement de réaliser le développement initial du logiciel. Donc c'est extrêmement précieux. Et puis petit à petit d'autres soutiens financiers se sont agrégés, même si alors c'est plutôt encourageant, hein, ça démontre qu'il y a un intérêt pour le projet, qu'il y a des financeurs qui sont prêts aujourd'hui à le soutenir, mais et je vais les citer parce que c'est important aussi de les valoriser. Il y a la Dragesse, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui a apporté une contribution à hauteur de 5 000 euros. L'État aussi via le Fonds de développement de la vie associative sur le volet 1, la formation des bénévoles, qui nous a soutenus à hauteur de 2100 euros. Et puis on a perçu aussi une subvention du FDVA 2, donc là sur le volet soutien aux projets innovants, de 7800 euros. Et puis c'est important aussi de rappeler que Framasoft n'est pas uniquement impliqué au sein de comités de pilotage pour apporter finalement un regard d'expert sur les logiciels libres, mais apporte régulièrement aussi une contribution financière pour permettre des développements, permettre des évolutions techniques à Bénéva Libre. Et puis le CRAGEP prend sa part aussi, puisque depuis le début, alors c'est peut-être une modeste contribution, mais chaque année le CRAGEP finance sur ses fonds propres. Ça s'appuie aussi sur des financements et des soutiens de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de l'État. Mais en tout cas, chaque année, il y a une partie du budget du fonctionnement du CRAGEP qui est consacrée à la maintenance et à l'hébergement de Bénéva Libre, et puis également la prise en charge de tous les frais de déplacement et frais de mission qui sont nécessaires à la coordination du projet. Alors voilà, tout ça cumulé représente à peu près 56 000 euros. Alors c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quand on observe finalement le projet, son rayonnement, son envergure aujourd'hui. Et puis malheureusement, force est de constater aussi que souvent les financements, c'est des financements pour du développement, donc ils permettent de développer de nouvelles fonctionnalités, ils permettent d'améliorer l'ergonomie, ils permettent de mieux répondre en effet aux besoins des utilisateurs, que ce soit du côté association comme du côté bénévole. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a un modèle économique à renforcer et presque même à installer qui n'existe pas aujourd'hui pour financer finalement le fonctionnement quotidien du projet, qui repose encore aujourd'hui beaucoup sur des contributions volontaires. Et je citais Laurent tout à l'heure, mais
l'intervention. Ne serait-ce que l'entretien régulière aussi, dedans. et puis les mises à jour du logiciel aussi, ça, c'est vrai que c'est à prendre en considération. Bien entendu, mais aussi pour répondre. Je te renverrai la Répondre aux question. questions sur le forum ou des choses comme ça. Ouais. Très bien. Je te renverrai la question sur comment on a fait. Est-ce qu'on a d'abord cherché des sous puis après on a fait le projet ou l'inverse? Tu réfléchis à la question. Je vais redonner la parole à Sarah parce qu'elle va bientôt nous quitter et elle voulait aborder la question par l'entrée bénévole. Sarah? Oui, je te remercie de me redonner la parole parce que moi, je pense que et des émissions et ces logiciels et la façon de fonctionner est assez essentielle pour en faire la promotion. Le sujet, moi, que j'ai l'impression qu'on traite aujourd'hui, c'est vraiment la question des libertés, les libertés associatives, puisque le bénévole est libre, il n'est jamais salarié, il est libre de faire ce qu'il veut, il est libre de participer ou pas. On ne peut pas l'obliger à faire ses heures, donc vraiment c'est un modèle qui est assez extraordinaire. Le logiciel lui-même est libre, mais j'avais aussi un peu envie de poser la question à mes collègues élus et puis à tous les élus finalement associatifs sur le fait que est-ce que les associations elles-mêmes sont libres aujourd'hui? Est-ce que dans le modèle démocratique qui est le nôtre, on arrive en fait à mettre en place ce qu'on a envie pour les associations, puisqu'il y a la marchandisation des associations, il y a leur instrumentalisation et même la criminalisation des associations. On parlait juste du modèle économique des associations, là il y a 2 secondes, ou même du modèle de bénévolat libre. On sait très bien aujourd'hui qu'avec un plan de loi de finances, un projet de loi de finances qui va mettre et le monde associatif et les collectivités à contribution, je suis sympa de dire ça comme ça, il est compliqué en fait de vraiment valoriser le travail effectif des associations par l'implication des bénévoles, par la valorisation en fait de ce qu'ils font et de ce qu'elles font au quotidien. Donc moi je pense en effet que mon ambition et ma conclusion pour cette émission, c'est vraiment de se dire que au-delà d'un logiciel et d'un engagement bénévole, il faut vraiment qu'on se pose collectivement la question de comment est-ce qu'on peut garder à tout prix des associations qui sont libres de pouvoir mettre en place leurs propres projets associatifs sans avoir d'injonctions ou de contraintes de la part des financeurs publics que les collectivités ou l'État peuvent être. Voilà, c'était pour. Ah bah merci beaucoup. Oui, tu vas te faire inviter par le CNAGEP ou le mouvement associatif national avec des propos comme ça qui soutiennent le monde associatif. Donc merci. Tu voulais faire une toute petite promo, tu m'as dit aussi avant de nous quitter. Alors, et justement sur la question en fait du lien entre les associations et les collectivités publiques, je fais partie d'un groupe d'élus locaux qui s'appelle SOS Asso, qui travaille sur les libertés associatives. On a fait un webinaire il y a 3 semaines sur le contrat d'engagement républicain, qu'on n'aime pas trop. Et lundi prochain, on a Julien Talpin, qui est donc chercheur au CNRS, qui va en fait nous parler de l'étude qu'il est en train de mener avec les associations sur le lien qu'elles ont avec les collectivités locales. Il y aura des webinaires qui vont nous amener jusqu'au 1er juillet, date anniversaire de la loi 1901. Je mettrai évidemment le lien sur ce webinaire sur mon mastodon. Donc voilà, mais je voulais en faire un peu la promo parce que je pense qu'il faut qu'on se serre les coudes dans ce moment démocratique un peu compliqué. On pourra le mettre aussi dans les liens de l'émission. Hein. On pourra le mettre dans les liens d'émission. Oh, génial. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Super. Bah écoute, merci beaucoup Sarah pour ton intervention. On va te libérer puisque tu as encore pas mal de choses à faire si j'ai bien compris. Et puis merci encore pour cette intervention. Mon enfant à l'école. Ouais. Bah, c'est très bien, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Fabien, tu as pu réfléchir à la question que je t'avais posée? J'y ai réfléchi. Bonne question. Pas si évident d'apporter une réponse. Alors, je vais faire une réponse un peu de normand, même si je suis jurassien. Je dirais que c'est les deux. C'est-à-dire que bien sûr qu'on n'attend pas au départ le financement pour avoir l'envie de porter une initiative locale, quelque chose qui vient répondre à un vrai besoin
un vrai besoin social, et en même temps, sans argent on fait rien. C'est pour ça que quand on évoquait tout à l'heure la question du modèle économique, et puis ça a été évoqué par Sarah, c'est-à-dire que si les associations veulent continuer à être libres, il faut qu'elles aient un peu moins à se préoccuper de comment elles vont assurer leur survie. Et donc malheureusement, c'est ce que je disais un peu en creux tout à l'heure pour Bénéva Libre, aujourd'hui, il y aurait vraiment besoin de pouvoir mettre ça derrière et de se dire que il y a un modèle économique pérenne, voilà, qui permet d'assurer la gestion, la maintenance, le fonctionnement le fonctionnement du logiciel, que ce soit sur des aspects techniques comme sur des aspects de coordination, de mise en lien. Et aujourd'hui, c'est pas si évident. Donc et à chaque fois finalement qu'on a fait avancer les choses, chaque fois qu'on a développé une nouvelle fonctionnalité, et je pense que ce sera évoqué tout à l'heure par CLIS 21, mais c'est parce qu'il y a eu un financement. C'est parce qu'il y a eu un financeur qui est arrivé dans le tour de table et puis qui a décidé de soutenir. En particulier Framasoft, qui a beaucoup contribué. Oui, c'est quand même à hauteur de 15 000 euros Framasoft, il faut le souligner, c'est pas négligeable. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que seulement 20%, ce que je disais tout à l'heure, du soutien financier cumulé qui a été consacré à Bénéva Libre a été consacré au fonctionnement. Voilà. Tout le reste, ça a permis du développement, et on s'aperçoit aujourd'hui que voilà, il y a besoin, avec l'ampleur que prend le projet, le logiciel, il y a besoin de rééquilibrer un peu ça, voilà, et d'avoir aussi les moyens d'un fonctionnement plus serein, quoi. Parfait. On va aller vers CLIS 21. Antoine Barlet, normalement, est en ligne aussi. On a vraiment beaucoup d'invités aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'aurez pas de pause musicale, désolé. Mais normalement, Antoine Barlet, qui représente CLIS 21, la SIC, donc la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a développé Bénéva Libre depuis le début, et puis qui va nous expliquer justement, d'abord, qui va nous présenter CLIS 21, et puis qui va nous expliquer comment s'est construit finalement l'intégration, le partenariat avec le CRAGEP de Bourgogne-Franche-Comté. Antoine, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc CLIS 21, effectivement, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Peut-être que certains auditeurs connaissent un peu les SCOP, qui sont des coopératives qui appartiennent à leurs salariés. Nous, souvent, on présente la SIC comme un intermédiaire entre les SCOP et les associations. C'est-à-dire que ce qu'on partage avec l'association, c'est le fait d'être à but non lucratif. Par contre, on est bien une société et on vend du service. Alors nous, si on a but non lucratif, c'est parce que notre but, c'est de promouvoir le logiciel libre exclusivement essentiellement sur le territoire du bassin minier de la métropole lilloise. Mais à la différence des SCOP, c'est que les sociétaires de la coopérative ne sont pas seulement ses employés. Pour la SCOP, c'est exclusivement les salariés qui sont sociétaires. Mais on a aussi les usagers de nos services et les acteurs du territoire, donc les collectivités territoriales typiquement. Très bien. D'accord, donc en fait vous êtes une association et en plus vous payez la TVA, c'est ça en gros si je devais résumer? Un petit peu, on est un peu entre les deux mondes. D'accord. C'est vrai, mais du coup, nous en fait notre but c'est de promouvoir le logiciel libre sur le territoire, donc on a beaucoup de petites associations parmi nos usagers, on les accompagne à essayer de faire un bon usage des logiciels libres pour leur usage quotidien. Quant au départ de Bénéva Libre, on nous a présenté le projet. C'est vrai que nous, ça nous branchait pas mal parce qu'on accompagnait beaucoup de petites associations et puis c'était un besoin qu'on repérait et ça faisait sens aussi d'essayer de promouvoir les valeurs du logiciel libre dans les petites associations, mais concrètement, c'est-à-dire qu'elles puissent utiliser des logiciels libres au quotidien et pas des logiciels qui sont édités par des sociétés qui sont à l'opposé de leurs valeurs.
Donc voilà, nous au quotidien, en fait, on écrit le code de Beneva Libre. Alors comme on veut promouvoir le logiciel libre, quand un besoin existe déjà en logiciel libre pour les associations, on le remet en place. Donc dans ce cas-là, on fait de l'hébergement, c'est-à-dire qu'on l'installe sur un serveur, on garantit que la pérennité des données, qu'il y ait bien une redondance dans les données pour que ça traverse le temps sans beaucoup de soucis. On le rend accessible aux différents utilisateurs de l'association et on fait de l'accompagnement, de l'assistance pour qu'on puisse faire un bon usage de ces logiciels. Mais quand le besoin n'existe pas, et ben on le développe. Donc en fait, on a plusieurs casquettes d'un point de vue technique. On est à la fois administrateur système et aussi programmeur. Et donc là, pour Beneva Libre, on a effectivement ces deux casquettes-là. C'est-à-dire qu'on a développé Beneva Libre au début. Aujourd'hui, on le maintient, on ajoute quelques fonctionnalités. Fabien a parlé des différents financements de Framasoft. Donc c'est nous qui développons ces fonctionnalités-là. Mais aussi, on héberge Beneva Libre et on héberge la plus grosse instance qui sert à beaucoup d'associations aujourd'hui. Oui, il y a d'autres instances qui ont commencé à s'émanciper finalement quelque part. Hein. Il y en a une petite sur le chapril de l'April. Les CMEA ont intégré, me semble-t-il, Beneva Libre dans Zourit, ce qui est évidemment l'idée. Ça va vraiment dans le sens de ce qui avait été pensé au départ, parce que Beneva Libre est pensé comme pouvant être utilisé aussi par un réseau lui-même, l'installer, le prendre en main, le mettre sur son serveur. Tu peux peut-être nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Et puis du coup, je te laisserai répondre à la question Beneva Libre Why You Know Host, si jamais vous avez des contacts avec la communauté Why You Know Host. Bah voilà, ça c'était effectivement ce que je voulais faire. On peut effectivement, comme Beneva Libre c'est un logiciel libre, n'importe qui peut l'installer. Mais Beneva Libre c'est un logiciel web. Donc pour l'installer, il faut l'installer sur un serveur. Donc c'est une installation qui est un petit peu plus compliquée que les logiciels libres qu'on installe sur son poste. Et YouKnowHost, c'est justement un ensemble de logiciels qui permet de faciliter l'installation pour l'auto-hébergement. Donc l'auto-hébergement, c'est quand on a un serveur à la maison. Plutôt que de louer un serveur dans un immense data center quelque part pour fournir le service web, on se dit ça serait sympa d'avoir ça à la maison, ça éviterait de concentrer l'informatique entre les mains de certaines personnes et avec tous les problèmes écologiques que ça pose aussi, hein, parce que les serveurs aujourd'hui ça consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité, les data centers. Alors que si c'est à la maison dans mon salon, peut-être que ça va réchauffer un petit peu mon salon, et puis ça sera un petit peu plus décentralisé. Mais donc, on a la main dessus. C'est un logiciel libre, vous pouvez le mettre dans votre salon, et je vous invite à le faire. Il faut avoir effectivement un petit peu plus de compétences en informatique, il faut savoir un petit peu gérer un serveur, mais c'est complètement possible. Oui, après, comme on a la main dessus, justement, on pourra se donner des règles. Peut-être que le serveur n'a pas besoin de fonctionner la nuit si on a une communauté de bénévoles, et c'est ça qui pourra peut-être faire un gain énergétique, parce qu'a priori, de ce que j'en avais compris, si tout le monde fait des serveurs auto-hébergés, je suis pas sûr qu'on puisse rivaliser avec l'optimisation des data centers. Mais bon, ça pourrait discuter, ça va pas être le sujet d'aujourd'hui, mais voilà. Donc voilà. Merci d'avoir éclairé ça. En tout cas, il y a sur YouKnowHost, je sais pas si on peut installer Beneva Libre en un clic, parce que le principe de YouKnowHost, c'est de faciliter l'installation d'applications sur un serveur, et on peut en un clic comme ça installer certaines applications en mode serveur. Et il y a eu une tentative, donc il faut du coup préparer le paquet, en fait, préparer le logiciel pour qu'il soit facilement cliquable. Et il y a eu une tentative, mais je ne sais pas si elle aboutit. Je ne sais pas aujourd'hui si le paquet existe facilement sur YouKnowHost. D'accord. Donc ça fait partie des choses qu'on pourra
pourra... alors, ça vient d'être vérifié, me dit-on sur le chat, et a priori, c'est pas disponible. Donc, ça fait partie. Alors, je connais une des personnes qui travaille qui contribue à Wainos de manière très conséquente, donc je pourrais lui en causer. Il est dans la même coopérative que moi. Donc, j'essaierai de lui en toucher 2 mots. Je verrai comment ça peut évoluer. Merci beaucoup, Antoine. Je vais repasser la parole à Fabien parce que je voulais aborder la question de la communauté, puisque Beneva Libre tend vers ce qu'est un commun numérique. Je voulais qu'on parle effectivement de comment ça fonctionne au quotidien, comment les gens, les différentes structures arrivent à se coordonner, à faire avancer le projet. Parce que le temps file. Fabien, je t'en prie. Merci Laurent. Je voudrais aussi évoquer un petit peu les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs. Alors j'ai repris des chiffres très à jour. Voilà, c'est les statistiques qu'on peut observer sur la première page, enfin la page d'accueil de l'application. Aujourd'hui, il y a 2733 associations utilisatrices, 6939 utilisateurs bénévoles et puis 93 379 actions de bénévolat qui ont été saisies. Alors, on voit bien qu'on est encore loin des 1,3 million d'associations en France, des 16 millions de bénévoles, mais c'est pas l'objet non plus que toutes les associations et tous les bénévoles utilisent Beneva Libre. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que la communauté d'utilisateurs, elle est grandissante. On l'a vu croître au cours de ces années. Et puis, ce qu'on a pu observer aussi, c'est que très très rapidement, le projet, il a échappé, mais c'est positif, à la région Bourgogne-Franche-Comté et au secteur de l'éducation populaire, puisque très très vite il y a des associations de formes, de tailles différentes, basées partout en France, des associations de l'ensemble des secteurs du monde associatif qui se sont mis à utiliser Beneva Libre. Donc c'est extrêmement positif. Au départ, on l'avait un petit peu pensé pour répondre à des besoins spécifiques des organisations de jeunesse et d'éducation populaire. Et puis, en fait, très rapidement, on a fait le constat que ça répondait à un besoin beaucoup plus large au sein du monde associatif. Voilà pour la communauté, on va dire utilisatrice. Et puis après, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est important d'évoquer le pilotage, fonctionnement un petit peu aussi de la gouvernance finalement du logiciel. Il y a un comité de pilotage qui est composé de représentants de l'ensemble des partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Alors parfois le comité de pilotage s'est étoffé avec certaines personnes qui sont restées un temps puis reparties. Je pense notamment au mouvement associatif des Pays de la Loire, voilà, qui a un temps intégré Beneva Libre, qui a apporté sa contribution et puis ensuite qui a souhaité mettre fin à cette implication, parce que c'était un peu redondant aussi avec l'implication du mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté. En tout cas, ce comité de pilotage, il vit. Voilà, c'est pas une instance figée, c'est très ouvert. C'est pas quelque chose d'institutionnalisé non plus. Voilà, c'est un collectif finalement de partenaires qui se réunit 4 à 5 fois par an, la plupart du temps en visio. Je vais le placer parce que c'est important, mais on utilise un logiciel de visio qui est aussi un logiciel libre pour être totalement cohérent, qui s'appelle Big Blue Button. Et puis on essaye quand même de faire une rencontre en présentiel 1 fois par an. Il y a généralement 2 temps dans les réunions des comités de pilotage. Un premier temps qui est consacré finalement plutôt à la pédagogie, à la promotion de l'outil, l'animation du projet, les formations, tout ce qui va finalement faciliter la prise en main de Beneva Libre et puis son Et on peut remercier Rachel Payan en passant, puisque au nom du mouvement associatif de Bourgogne-Franche-Comté, elle a beaucoup contribué à la mise en place des premières formations, donc ce qui a sans doute aussi beaucoup aidé à faire connaître Beneva Libre. Tout à fait. C'est très bien que tu l'évoques, qui a contribué à la mise en œuvre des formations, mais aussi à structurer des outils de formation et notamment, on y reviendra un petit peu après, mais à un kit de formation à l'utilisation de Beneva Libre. Ça, c'est vraiment une contribution importante du mouvement associatif Bourgogne-Franche-Comté.
Donc il y a un premier temps qui est en tout cas plutôt consacré à ces questions-là. Et puis un deuxième temps dans les réunions qu'on consacre au développement, à tout ce qui est plutôt technique, les évolutions en termes de développement, d'ergonomie, etc., etc. Voilà. Où parfois les non-sachants comme moi se perdent un petit peu dans dans un jargon un petit peu technique, mais en tout cas voilà, c'est extrêmement important de le citer là parce que le projet il a vraiment ces deux dimensions là. Il y a le logiciel en tant que tel, en tant que voilà, application qui permet très concrètement de valoriser, de comptabiliser et de valoriser le bénévolat, et ça suppose régulièrement des évolutions, des mises à jour techniques. Et puis il y a aussi le projet dans le sens voilà, d'une communauté d'utilisateurs et aussi du partage d'une philosophie, quoi. Voilà. Je voulais évoquer ça aussi, c'est important, mais depuis 3 ans maintenant, on a pris l'habitude d'organiser chaque année un webinaire pour justement faire la promotion du projet, présenter ses fonctionnalités. Et puis c'est aussi l'occasion justement d'inviter les participants à participer à des actions de formation. Chaque année, on met en place, alors plutôt en général sur le premier semestre de l'année, on met en place un cycle de formation, voilà, avec trois formations on propose 3 formations de 2 modules. Il y a un premier module qui est vraiment un module de découverte du logiciel, ses fonctionnalités, son histoire aussi. On évoque systématiquement l'origine du projet et sa philosophie. Et puis un deuxième module plutôt basé sur une prise en main active avec des mises en situation fictives. Voilà, dans une démarche assez éduc-pop dans la manière dont c'est porté. Et voilà, aujourd'hui, il y a plus de 50 personnes. Alors ça à la fois ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même significatif. Plus de 50 personnes qui ont été formées et qui sont devenues des ambassadeurs de bénévolat libre au sein de leurs associations, au sein de leurs organisations. Il nous reste, je te coupe un peu, hein, Fabien, il nous reste 6 minutes, donc si tu peux aller à l'essentiel, parce que j'aimerais bien aussi pour conclure repasser la parole à Alexandra et puis à Antoine s'ils ont aussi un dernier point à rajouter. Donc là, on va dire que tu as encore 2 minutes, comme ça j'en laisse 3 après à Alexandra et 3 à Antoine. D'accord ? Eh ben ça marche. Je vais pouvoir évoquer un point qui est important aujourd'hui. On se rend compte aussi qu'il y a une approche un peu concentrée autour du CRAGEP Bourgogne-Franche-Comté, et c'était le cas aussi autour du mouvement associatif. Quand il y a des sollicitations pour utiliser bénévolat libre au sein de collectifs, eh bien les personnes se tournent directement vers le CRAGEP et vers le mouvement associatif. Et aujourd'hui, il y a vraiment besoin de créer un réseau de référents, d'ambassadeurs sur l'ensemble du territoire, peut-être aussi au sein de plus grosses organisations, hein, de collectifs, de grosses têtes de réseau, qui demain pourront être les acteurs de la promotion de l'outil, mais aussi de la formation au sein des réseaux et sur les territoires, pour déconcentrer un petit peu cette logique qui existe aujourd'hui sur l'accompagnement finalement à la prise en main de l'outil. Voilà, donc c'est l'occasion pour moi, voilà, de faire un appel. Si voilà, au sein de têtes de réseau, au sein de collectifs associatifs, mais ça peut être le cas aussi dans des organisations de pouvoir public qui aujourd'hui accompagnent le développement de la vie associative, soutiennent l'engagement bénévole. Voilà, de former des personnes pour que ensuite elles puissent être le relais de bénévolat libre dans leur réseau. Très bien. Je m'arrêterai là. Et du coup, le 14 janvier 2025, alors Alexandra en reparlera peut-être, mais du coup, ça pourrait être aussi une occasion de penser tout ça et puis de faire que ça s'amplifie. Ce sera une bonne occasion à mon avis. Je vais passer la parole à Antoine. Est-ce que tu as des choses que tu as oubliées tout à l'heure ou des choses que tu as envie de répéter ou de nous dire ? Eh ben oui, si j'ai un peu de temps, je vais faire un petit coup de pub parce que CLIS 21, la fête, c'est 20 ans. Et donc, je confirme. Pour fêter nos 20 ans, on organise un hackathon, donc c'est un petit marathon du code avec toutes celles et ceux qui seraient motivés. Alors pas forcément, ça peut être des développeurs, mais pas seulement, aussi des curieux ou des utilisateurs, utilisatrices, et ça permettra de découvrir la toute nouvelle version de Bénévolat Libre.
et c'est le 7-8 décembre à la Coroutine à Lille. Donc toutes les informations sont sur notre site internet depuis aujourd'hui. Parfait. Donc un hackathon, tu l'as dit, il n'y a pas forcément besoin d'être développeur, puisque finalement à un moment donné on peut avoir un regard simplement d'utilisateur et puis de dire sur l'interface là je comprends pas, il faudrait peut-être modifier ça de cette manière-là, quoi. C'est un peu ça l'idée, c'est de réunir justement en même temps sur un même lieu des gens qui développent et puis des gens qui utilisent. Bah oui, voilà. C'est même important d'avoir des gens qui sont utilisateurs et pas techniciens, parce que ça permet d'avoir un regard cohérent sur le logiciel, quoi, pour pouvoir nous aider à développer les fonctionnalités d'interface qui vont bien et tout ça. Très bien. En sachant qu'il y existe aussi, on n'en a pas parlé, un forum pour Beneva Libre, hein, vous le trouvez en passant par le site benevalibre.org, et sur ce forum-là, vous pouvez aussi faire remonter vos problématiques, hein. On essaie d'aider les gens qui ont des soucis au quotidien, mais donc le forum peut être aussi un bon endroit pour vous interpeller, vous CLIS 21, en vous disant, voilà, moi j'ai rencontré ce souci-là, etc., quoi. Très bien, Alexandra, pour conclure. Alors peut-être pour conclure, je dirais que Beneva Libre illustre bien l'idée que le chemin est aussi important que la destination, puisque dans Beneva Libre, en fait, justement dans ce comité de pilotage et cette co-construction aussi qu'on s'est donné pour la suite, on se pose des questions à chaque étape, à chaque développement, même quand on n'est pas forcément calé sur la question. Ça veut dire qu'est-ce qu'on met comme action de bénévolat, qu'est-ce qu'on met dans ce logiciel et qu'est-ce qu'on ne met pas quand on parle de valoriser le bénévolat. Toutes ces questions-là, les questions aussi de comment on forme, comment on s'assure qu'on répond à un besoin des associations, comment on sort comment on est dans justement ce qui a été évoqué tout à l'heure, la question de la liberté associative, quel périmètre on s'assure à ce propos-là, etc. Donc on s'est posé beaucoup de questions, et ça je trouve que, en tout cas pour le CNAGEP, c'est aussi un enjeu important. Et puis évidemment de toujours donner un peu plus d'ampleur au projet et d'aller former de plus en plus de têtes de réseau. Et donc effectivement cette journée du 14 janvier nous permettra à la fois d'être dans des éléments un peu techniques, mais aussi d'ouvrir le grand débat des communs numériques, en tout cas de le continuer. Voilà. Merci Alexandra pour ce mot de conclusion. Non mais je peux peut-être raconter, parce que ça fait écho à ce que disait Alexandra dans la conclusion, dans la construction et puis les premières réflexions qui ont défini le cahier des charges de Beneva Libre, la diversité du comité de pilotage a fait que finalement on est arrivé à un logiciel qui vraisemblablement répond bien aux besoins. Je vais prendre l'exemple très très concret où il y avait la Ligue de l'enseignement qui était là, par exemple. Moi j'appelle la Ligue de l'enseignement la vénérable association d'éducation populaire, parce qu'elle a un passé, une histoire très très importante. Alors je vais faire vite parce qu'on me dit que ça remarche, mais je vais quand même conclure. Et qui du coup estimait que c'était important pour elle d'avoir dès le début le nom du bénévole et de valider le bénévolat que ce bénévole allait déclarer. Et Framasoft disait non, nous en fait on va valider a posteriori parce que et on peut avoir des pseudos, c'est pas grave. Et en fait la confrontation de ces deux mondes, c'était pas les mêmes vécus, ont fait qu'on a pensé à avoir un logiciel qui permettait de faire les deux. Voilà. Et ça c'est vraiment la diversité du comité de pilotage qui a permis ça. Voilà. J'en arrête là. Non, mais c'est intéressant de voir comment un logiciel aussi, un projet se construit par des exemples précis. Merci à toi Laurent pour l'animation de ce sujet, puis à toutes tes invités. C'était vraiment très intéressant de vous écouter tous et toutes. Et effectivement, nous arrivons au moment d'une pause musicale. Nous allons écouter Mirage Actuel par les Journées de création musicale Zikli Frambib. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93.1. Petit enfant du désert, là où le ciel est bleu, si près de la mer, tu reviens de loin, d'ici, de là-bas, de quelques chemins, par là, là où tu t'endors, mirage, rien de cela n'est vrai. And if it's the end in suffering, then try to push it into tomorrow.
entière. Sous tes pas près de toi, un puits de lumière, un peuple d'or vivant, le frisson désabusé dès lors rêvant d'horizon. And if it's the end in suffering, then try to push it into tomorrow. And if it's the end in love again, then make it burn like the sun under your feet. Nous venons d'écouter Mirage Actuel par les Journées de création musicale Zik Libre en Bib, disponible sous licence Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Avant de passer à la prochaine chronique, un petit message de notre sponsor. Ici, en direct de la rédaction du Lama déchaîné, nous vous parlons d'une actualité brûlante. La campagne de soutien financier de l'April ? Oui, pour bien finir l'année, l'association a besoin de pas moins de 20 000 €. Alors pour vous convaincre d'adhérer ou de faire un don, elle nous a embauchés, bénévolement, pour publier un hebdomadaire chaque mercredi. Mais c'est demain le prochain numéro alors ? Et oui, et il y en aura jusqu'à la fin de l'automne. Ça parle des actions de l'April, de ses membres, mais pas que. Il paraît qu'il y a même des mots croisés, des anecdotes rigolotes. Oui, la plume a également été proposée à d'autres associations ou à des personnes non membres. Rendez-vous sur april.org/campagne. Le lien sera sur la page de présentation de l'émission. On compte sur vous pour soutenir le travail essentiel de l'April. Nous allons maintenant passer à notre dernier sujet. À la rencontre du libre poursuit son tour de France avec Martin Hardy, professeur en cursus bachelor expert informatique à Agen dans le Lot-et-Garonne, avec la question: comment utilise-t-il les logiciels libres dans cette école ? Une chronique proposée par Julie, à qui j'ai plaisir de laisser la parole. Merci Étienne. Aujourd'hui, nous sommes donc à la rencontre du libre. On poursuit notre tour de France et nous sommes dans le Gers et le Lot-et-Garonne. Si vous l'avez remarqué avec mon accent, c'est une région chère à mon cœur. Notre invité aujourd'hui est Martin Hardy, qui est professeur d'informatique. Il va nous raconter comment il a découvert les logiciels libres et comment il l'utilise à l'école et dans sa vie personnelle. Bonjour Monsieur Hardy. Alors, Monsieur Hardy est donc professeur et enseignant dans une école qui s'appelle, c'est une école d'informatique, post-bac, qui s'appelle ESIEA, donc il va nous en dire plus sur le cursus dans lequel il est enseignant. Et donc, il essaie donc de faire utiliser les logiciels libres dans son école et auprès des étudiants, et aussi il a intégré le logiciel libre dans sa vie personnelle, dans sa famille. Donc je pense qu'il a installé des ordinateurs avec le logiciel Ubuntu. D'ailleurs, il a découvert Linux avec Ubuntu 8.4 qui s'appelle Hardy, comme lui. D'accord. Donc voilà, c'était son destin. Et donc c'est quelqu'un qui quand même qui se reconnaît dans la philosophie du libre. Parce que il partage son savoir sur une plateforme, et justement je voulais lui demander quelle plateforme. D'accord. Il a créé des logiciels libres, donc il les partage. Voilà, il a développé des logiciels libres qu'il partage aussi. Donc on n'enseigne pas seulement avec, nous le présenter. Oui. Comment tu, parce que ça, si on n'y arrive pas, je pense que tu pourras le réinviter, oui. Il développera son propos. Ah, on l'a en ligne. Monsieur Hardy ?
Oui. Bienvenue. Ça le fait très très bien pour un prof d'informatique Oui. à se connecter, c'est très très Donc bonjour Monsieur Hardy. Bonjour. Je disais que vous étiez donc enseignant dans une école et donc on voulait savoir quel cursus et quelle école vous enseignez. Donc vous vivez dans le Gers et donc c'est une école qui est à Agen dans le Lot-et-Garonne. C'est ça. C'est une école, d'ailleurs j'ai écouté l'émission auparavant, et c'est une école qui est aussi sous statut associatif, ce qui est assez atypique dans les écoles d'informatique d'ailleurs. Et en fait, voilà, l'idée c'est d'enseigner l'informatique, mais en évitant le côté un peu mercantile de l'histoire. C'est pas une école où on achète son diplôme, quoi, en gros. Ok. Et donc je disais que vous avez fait rentrer l'informatique libre dans votre vie, à l'école. Dans cette école, vous essayez donc d'intégrer, voilà. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, moi j'ai commencé le libre avec Ubuntu suite à Windows qui a réussi l'exploit de me rendre illisible 2 disques en RAID miroir. Donc à la suite de ça, j'ai dit ça suffit. J'ai été voilà, vous l'avez dit, à l'époque les dénominations d'Ubuntu de l'époque étaient Hardy On, et donc je me suis dit qu'avoir un OS à mon nom, c'est quand même un peu la classe. Et depuis, maintenant j'ai même enlevé le dual boot et à la maison on n'a plus que des ordinateurs qui tournent sur Linux. Alors majoritairement Ubuntu parce que c'est la distribution à laquelle je me suis le plus habitué. Et effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'essaye au maximum dans mon école, parce qu'on a un gros problème dans les écoles d'informatique qui est un peu le même que celui qui se passe dans les écoles de graphisme où Adobe donne des licences gratuites histoire de captiver ou de capturer plus exactement des étudiants de façon à ce qu'ils, quand ils arrivent sur leur milieu professionnel, c'est l'habitude des logiciels Adobe. Nous, on a exactement le même principe dans notre école. Dans toutes les écoles d'informatique, Microsoft donne des licences gratuites d'à peu près tout aux étudiants. Et donc, moi, j'essaye de leur démontrer jour après jour et cours après cours que dans le libre, il y a des alternatives qui sont pertinentes. Et non seulement pertinente, mais voilà, par exemple, pour vous donner un exemple, je donne des cours de développement Java Android. Et alors si je dis IDE, ça va pas parler à tout le monde, mais l'éditeur intelligent qui sert à développer en Java Android s'appelle Android Studio. Et si vous faites tourner Android Studio plus un émulateur de téléphone Android sur Windows, vous avez quasiment 7 ou 8 gigas qui sont pris. Quand sur Ubuntu, avec exactement le même émulateur, exactement le même programme qui tourne, on ne dépasse pas les 5-6 gigas, quoi. Donc vous avez remarqué, comme vous avez dit au début, qu'avec le système d'exploitation Linux, vous aviez des problèmes avec Windows. Vous êtes passé sur le système d'exploitation Linux, donc qui est un des systèmes d'exploitation libres, enfin une version des systèmes d'exploitation libres. Et donc aussi, vous avez remarqué à l'école sur les logiciels sur les outils pour développer des logiciels, que c'était plus pertinent, c'était plus efficace d'utiliser les systèmes d'exploitation Linux libre. Ce que vous nous dites. Clairement, moi j'ai à peu près les mêmes configurations, voire le PC qui m'est fourni par l'école est un peu plus vieux que celui des élèves, que des étudiants que j'ai. Moi, mon Android Studio tourne nickel et celui de mes étudiants rame avec la même dose de mémoire et il y a un microprocesseur souvent de plus puissant. Ok, vous voyez une meilleure efficacité avec Linux. J'en suis convaincu puisque auparavant j'avais de chiffres, ça date un petit peu, mais je pense que c'est le test en vérifie. Les compétitions, donc ça coupe un peu quand vous parlez, excusez-moi, ça coupe un peu. J'avais fait un test qui date peu, mais qui à mon avis est toujours pertinent, à savoir de lancer une compétition
compilation sur Linux et sur Windows, en sachant que le Windows avait 2 fois plus de cœur dans le microprocesseur et 2 fois plus de RAM que le Linux, et ben le Linux a terminé plus vite. Donc voilà, moi je suis intimement convaincu que lancer un Ubuntu et lancer un Windows 11, regardez sans lancer aucun autre programme, regardez quelle est la RAM qui est prise par le système. La différence, elle est flagrante, quoi. Ok, donc même un ordinateur plus puissant va être plus lent avec Windows qu'avec Linux. Il y avait une distribution Linux légère qui avait comme slogan n'achetez pas un ordinateur nouveau, téléchargez-en un. Ah oui. En disant qu'en fait, sur la même vieille bécane, en changeant le système d'exploitation, voilà, aujourd'hui on a des Linux qui sont capables de tourner sur des machines sur des machines avec 2 Go de RAM. Un Windows qui tourne sur 2 Go de RAM, c'est juste plus envisageable du tout, quoi. Donc c'est une solution pour continuer à utiliser son matériel et ne pas le changer. Tout à fait. Pour lutter contre l'obsolescence programmée, on peut dire que ça en fait partie. Oui. Alors, je disais aussi que donc vous intéressiez à la philosophie du libre et que vous étiez vous-même partageur et que vous partagiez vos connaissances et vos connaissances et vous partagiez même les logiciels libres que vous avez créés. Et donc, je disais que vous partagiez vos expériences et vos connaissances sur une plateforme. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle ? Et je vais me permettre de demander, en temps très court, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'émission, malheureusement. En 30 secondes, voilà. Alors, j'ai quelques programmes qui, à mon nom, alors c'est à mon nom de guerre, entre guillemets, qui est Targol Lagadec, sur SourceForge, parce que c'est des trucs assez vieux, mais par contre, ça intéressera que des gens qui font de la peinture sur figurines ou des choses comme ça, parce que c'est des logiciels c'est vraiment des logiciels de niche que j'ai développés. D'accord, mais ça peut intéresser des personnes. On vous demandera les liens et on les partagera avec les personnes. Oui. Je suis navré de mettre fin à votre échange. C'était peut-être une autre occasion. Non. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Et notre émission se termine comme je le disais. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission: Isabelle Carrère, Laurent Costi, Sarah Persil, Antoine Barlet, Fabien Quinet, Julie Chemard et Martin Hardy. Au manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Avani, qui a également contribué à la préparation de cette émission. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts: Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, toutes bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci aux personnes qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet: Quentin Gibaud, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org/226 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 19 novembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur informatique embarquée et logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 19 novembre et d'ici là, portez-vous bien.